Aujourd'hui, deuxième épisode de la série de la création de mon futur atelier. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier, je vous invite vivement à aller le voir, c'est juste ici. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir une longue série sur la création de tout ça et ça va être très intéressant. Dans le premier, pour ceux qui l'ont vu, on a assemblé la charpente métallique. Il reste une petite étape pour fignoler tout ça. Et aujourd'hui, deuxième épisode, du coup, on va finir le plafond et donc poser le plancher là-haut, à 4,80 m. Donc en fin du premier épisode, j'ai un ami qui m'a aidé avec son télescopique pour monter toutes les poutrelles qui sont à 4,80 m. Et comme un idiot, j'ai oublié de marquer sur les IPE 300, les grosses poutres, l'emplacement exact des IPE 200 qui sont perpendiculaires aux IPE 300. Donc voilà la solution. Moi, je vais rester là-haut avec mon maître et je vais prendre les mesures, placer tout ça. Et en bas, il y aura ma femme qui va me pousser sur la remorque et qui va me déplacer. Toutes les poutrelles sont parfaitement alignées. Maintenant, on soude tout ça, comme dans l'épisode numéro 1, le petit poste à l'arc, baguette 3-2, c'est parti. Donc là, la première étape est terminée. On va enfin pouvoir passer à la grande étape de la peinture de la charpente. C'est une peinture anti-rouille spéciale charpente métallique à base de résine alkyd pour ceux qui connaissent. Vu qu'on va l'appliquer au pistolet, eh bien, il faut la diluer à 10 % avec du diluant synthétique et on va faire chaque mélange avec une perceuse et un mélangeur pour que ce soit bien homogène. Avant ça, on a préparé la charpente, bien sûr. Ce qui était compliqué, c'est qu'on a une ancienne charpente qui date des années 50 ou 60. Donc ça, ils avaient déjà été traités, mais vous pouvez voir que tout a sauté. Et donc, il a fallu faire sauter toutes ces écailles de rouille. Pour ça, on l'a fait au Karcher, 150 bars, ça a fait l'affaire. Et ensuite, on a la charpente du coup qu'on vient de souder dans l'épisode précédent. Les piliers, je les ai nettoyés au nettoyeur haute pression également. Et pour tout ce qui est là-haut, je l'ai simplement fait au souffleur Milwaukee. C'est le double batterie, donc vraiment il souffle à fond et ça a retiré vraiment toute la poussière de rouille, etc. Et le reste, normalement, ça devrait aller. J'ai pas dégraissé. Il y en a une partie d'entre vous qui me diront que comme ça, c'est mal fait. Et je me suis adressé à des pros qui m'ont dit qu'ils ne s'embêtent pas sur ce genre de truc. Ils appliquent directement la peinture. Donc on va faire comme les pros. Allez, c'est parti. Petite coupure publicitaire et je remercie Car Vertical qui sponsorise à nouveau un épisode de la chaîne. Car Vertical, c'est une application mobile qui va te donner accès à l'historique et l'antécédent de n'importe quel véhicule, juste en indiquant la plaque d'immatriculation du véhicule en question. Et pour l'exemple aujourd'hui, on a reçu le rapport d'une Jeep Grand Cherokee. Je vous vois venir en commentaire, non, le Monster Jeep n'est pas encore fonctionnel. Quand on arrive sur l'application, on apprend d'office que le véhicule n'a pas été volé, que le compteur kilométrique n'a pas été trafiqué, qu'il est en règle, mais par contre qu'il a été endommagé. On descend un peu. Et on arrive d'office sur les photos. Donc a priori, il aurait fait un tonneau. Côté toit. Voilà, donc là, on en apprend pas mal sur son état. Donc là, on arrive sur l'enregistrement des dommages. Il y en a eu en 2012 et en 2017. Sur le rapport d'aujourd'hui, il n'y a pas d'estimation du coût de réparation, mais normalement, il y en a. Et des informations supplémentaires. Il a été fabriqué en 2005, immatriculé pareil en 2005, et il a été importé en France en 2011. Ça, c'est hyper important de savoir ça. Pour ceux qui voudraient utiliser ces services pour en savoir plus sur un véhicule que vous voudriez acheter ou sur un de vos véhicules que vous possédez déjà, il y a un lien en description de vidéo et avec le code PITOIS, vous avez 20 % de réduction. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et maintenant, on retourne sur les travaux. Ascension de ma station de travail aux normes. Donc vous pouvez voir que je l'ai rebricolé. On a viré la remorque parce qu'on avait besoin pour aller chercher l'OSB. J'ai rallongé avec des pieds de 1 mètre en acier. J'ai mis des contreventements avec du fil de fer. Et là, je suis perché à 3 mètres de haut avec une option à 3,70 m. Et j'ai un masque, sinon on va mourir. Allez, Zou, c'est parti mon kiki.
Ça y est, comme vous pouvez voir, on est le lendemain. L'intégralité de la charpente est traitée anti-rouille, elle est peinte. Ça rend vachement bien. Et maintenant, on va passer au bois. Je viens d'aller récupérer plus de 200 mètres linéaires de solives en Douglas et on va les mettre aux côtes. Donc là, je viens de débiter 2 tas de Douglas. En section, c'est du 125 de haut par 50 mm de large. En gros, ça plus ça fait quasiment 11 mètres et ça va être le solivage qui va recevoir plus tard l'OSB en 22 mm d'épaisseur. Maintenant, j'ai mon ami qui vient avec son télescopique dans, je sais pas, une demi-heure pour nous aider à lever les chevrons, les solives, je vais me faire engueuler sinon, là-haut, parce que là, il y en a pour un petit peu lourd. Et sur la remorque là-bas, on a 1 tonne d'OSB 3 en 22 mm d'épaisseur. C'est du panneau de 250 cm de long par 62,5 de large. Écartement des solives, 50 cm. Je crois que la norme, c'est 40. Mais de toute façon, là-haut, c'est plutôt histoire d'avoir un plafond. Ça ne va pas du tout être un plancher pour charger parce qu'on a suffisamment d'espace. Voilà. Allez, je monte sur ma plateforme. Je vais faire les repères pour ne pas me faire avoir comme avec les IPE 200. Ça y est, on vient de marquer tous les points pour l'emplacement des solives. Le télescopique est arrivé, il est juste derrière vous. Maintenant, on va prendre la première palette avec les solives en 4 mètres et on va placer tout ça. C'est parti. Allez-y. À ne pas reproduire chez vous, on est des professionnels. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Alors on fait très attention, mais c'est mieux que de l'avoir sur le dos. Solives de placer, de monter. Maintenant, on va les placer un petit peu plus précisément pour ne pas avoir à le faire en équilibre sur la charpente. Ça y est. C'est incroyable. Douglas charpente noire, ça ressort bien, ça va être terrible. Hop. Vas-y. Ouais, c'est bon, tu peux reculer. À l'aveugle, là, pour le pilote, tout est maîtrisé.
tour de manège terminé. Incroyable. Bon, ça y est, on a enfin monté tout le bois là-haut. Il y a 2 tonnes de bois. Mon ami et son télescopique sont repartis et maintenant on va pouvoir fixer les dalles d'OSB sur les solives. Il faut que je vous montre quelque chose. Au début, je pensais que j'allais visser les dalles parce que ça évite l'arrachement quand on marche dessus, etc. Et puis, j'ai reçu ça. Ça peut envoyer des clous de 90 mm dans du chêne. C'est des clous anti-arrachement. C'est-à-dire que quand ça rentre bien, mais quand ça ressort, bah là, ça accroche le doigt. Donc, en gros, hameçon, quoi. Le petit ardillon. Je vais essayer de mettre 3 vis et de mettre 3 clous. Et on va chronométrer. Enfin, on va pas chronométrer en vrai, mais voilà, c'est pour l'expérience. Et celle-ci, déjà, elle envoie. Ok, mode rafale, prêt. Ça va aller très bien. Je vais gagner 10 heures, je pense, là, en clouage. Et voilà, ça va être bien. Donc là, ça y est, je viens de terminer de poser la première ligne d'OSB. Donc j'ai fait toutes les découpes le long du bac acier pour les ferrures métalliques. C'était la partie la plus longue. Là, j'ai des petits tasseaux en 31 par 31. Parce qu'ici, les dalles d'OSB ne portent pas sur l'IPE 300. Donc je vais simplement venir poser des tasseaux pile poil à la bonne dimension, qui va permettre à la dalle de poser sur le tasseau. Petite technique de rat pour économiser des solides. Et donc vu qu'avec ce tasseau on n'a pas assez de profondeur pour les clous de 70 mm, je vais utiliser des petites vis. Ça c'est sur l'IPE 300 là-bas, au milieu et au fond également. Petite subtilité, mais là on a un plancher 100% bois sur une structure 100% métallique. La dilatation du bois n'est pas la même que la dilatation du métal en fonction de la température. Et donc, on ne va pas fixer le plancher sur le bois. Voilà, ce qui va éviter les contraintes métalliques. Le plancher va simplement être posé sur la structure. Ne vous inquiétez pas, il ne s'envolera pas. Ok, allez, on enchaîne avec le timelapse. Bon, ça y est, on vient de finir de clouer l'OSB sur les solives de 4,40 m. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie. Donc pour ça, déjà, on n'a plus le télescopique, donc il va falloir qu'on place toutes les solives de ce côté-là, bien alignées comme il faut. On a déplacé les tas d'OSB pour pouvoir travailler proprement, aligner tout ça correctement. Et bah allez, c'est parti. Subtilité que tu vois pas depuis le début, mais quand les rainures et les languettes sont abîmées, eh bien faut tout refaire proprement, sinon ça s'emboîte mal. Donc forcément elles sont mal stockées en général par les revendeurs. Et tout ça, ça fait perdre un temps de dingue. Mais tu vois, quand c'est pété après, bah ça fait des pertes d'étanchéité.
La dernière pour cet épisode, parce que là, la cloison du bas là qu'il va falloir ajouter, ça va sûrement arriver juste là, jusque là. Mais j'ai envie de pouvoir finir propre, donc ça on va pas le faire dans cet épisode. Ensuite on coupera bien net, voilà. J'ai terminé. Wouh! Oh, je suis refait. Ça fait un sacré volume quand même, hein. Oh, j'ai bien mérité une petite bière, moi je te le dis. Et ça y est, c'est enfin terminé. Nos 120 mètres carrés de plancher sont posés. On va vous faire un petit tour pour montrer les petites subtilités. Alors déjà, on a un jeu technique tout du long de 1 cm entre l'OSB et le bac acier. Parce qu'il y a de la dilatation et il ne faut pas qu'il y ait de contraintes mécaniques. Comme l'histoire du plancher qui n'est pas vissé ou fixé sur la structure métallique. Toutes les petites découpes ont été faites au niveau de chaque ferrure. Donc comme ça, c'est propre. On va pouvoir fermer proprement par le dessous au niveau des murs pour faire des liaisons étanches, ça va être bien. Quand on est ici, en plein soleil, là, la tôle, c'est un radiateur, c'est horrible. Il fait hyper chaud, on est dans un four. Donc ce plancher en OSB, en été, il va nous permettre de casser la chaleur radiante, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais ça doit être à peu près ça, et donc d'isoler un peu mieux. Pour l'isolation, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Deux solutions, enfin, la première solution, ça aurait été de poser l'OSB sous les solives, ensuite mettre un isolant et remettre de l'OSB par-dessus pour faire un isolant entre OSB sandwich, quoi. Mais vu qu'on n'a pas fait comme ça, la deuxième solution, c'est d'entreposer de la paille directement sur le dessus ou refaire une ossature bois, remettre quelque chose par le dessus et ensuite un plancher. Pour le moment, on ne va rien stocker ici, je vous l'ai déjà dit en intro, c'est vraiment pour avoir un plafond, pour pouvoir fermer, isoler, chauffer, enfin fermer, chauffer surtout. Et voilà, on va passer en dessous. Je suis très content du résultat. L'OSB s'accorde super bien avec les solives en Douglas et ça fait ressortir la charpente métallique noire. Franchement, c'est terrible. Bon, je ne sais pas comment ça rend à l'écran, mais ouais, très content du résultat. Là, on commence vraiment pour le coup à se rendre compte du volume qu'il va y avoir. Ah, c'est chouette. On a bien avancé. Prochaine étape, ça va être l'isolation. On va voir ces deux murs à isoler pour commencer. Vous pouvez voir que j'ai commencé à faire une simulation d'isolation avec des petites bottes de paille. Le problème de cette solution, c'est que ça prend quand même beaucoup de place parce que les petites bottes de paille ne sont pas si petites. Elles font 35 là comme ça, ou alors comme ça, elles font 45. Et donc, ça va nous faire perdre pas mal de volume. Là, c'est plein nord. Donc c'est le seul mur que je ferai en paille si j'en fais un en paille. Le reste, a priori, ce sera de la laine de bois ou alors du panneau sandwich pour ces cloisons là. Si vous avez des idées sur l'isolation, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire parce qu'on est un peu en train de bloquer, même s'il y en a un parmi vous qui est en train de m'aider sur ce sujet. Mais tout est bon à prendre. Petite précision, mais ce plancher, on ne l'a pas forcément fait dans les règles de l'art, donc ce n'est pas forcément un exemple à suivre. Il correspond à mon cahier des charges. On est dans une grange, dans un atelier, un futur atelier de mécanique. C'est largement suffisant pour mes besoins, surtout financièrement. Ça coûte déjà suffisamment cher comme ça. Donc oui, on aurait pu renforcer, etc. Mais pour moi, ce n'était pas nécessaire. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Salut!